Le téléphone a vibré au milieu de la messe. Je l'ai saisi discrètement, encore agenouillé sur le banc de l'église, et j'ai lu le message de René Valombre, l'entrepreneur que j'avais engagé pour rénover le bureau de Bastien. « Madame, nous avons trouvé quelque chose. Vous devez venir maintenant, mais ne venez pas seul, amenez vos fils. » Puis il a raccroché. Mon cœur s'est emballé. J'ai rangé le portable avec des mains tremblantes, senti la sueur froide descendre le long de ma nuque, et quand j'ai regardé Gaël et Lorian assis à mes côtés, j'ai vu qu'ils avaient remarqué mon trouble. Quelque chose était terriblement mal. Ce n'était pas une simple rénovation. C'était le début de quelque chose qui allait détruire tout ce que je croyais savoir sur mon mariage. Je m'appelle Eliane Montfaucon. J'ai 69 ans et je vis seule à Limoges dans une maison de pierre que j'ai héritée de mes parents. Bastien, mon mari, est mort il y a 12 mois d'un infarctus foudroyant, sans avertissement, sans adieu. Rien d'autre qu'un corps froid qui a été veillé dans une chapelle silencieuse pendant que j'essayais de comprendre comment une vie entière peut disparaître en quelques secondes. Pendant une année complète, je n'ai pas touché à son bureau. Il est resté fermé, poussiéreux, exactement comme il l'avait laissé, rempli de plans architecturaux, de dossiers anciens et de cette odeur de papier vieux mélangée à l'encre de Chine qu'il aimait tant. Mais la vie n'attend pas que les veuves se remettent. Les factures continuent d'arriver, la maison continue d'avoir besoin de réparation et la solitude continue de peser les dimanches. J'ai décidé, il y a 3 semaines, qu'il était temps de transformer ce bureau en quelque chose de nouveau. Un salon de lecture, peut-être. Un endroit où je pourrais m'asseoir sans sentir son fantôme à mes côtés, sans que chaque objet me rappelle qu'il n'était plus là pour les toucher, pour les utiliser, pour vivre. J'ai engagé René Valombre, un entrepreneur local réputé pour son honnêteté et son travail impeccable. Il a commencé vendredi dernier. Il m'avait dit que ce serait simple. Retirer de vieilles étagères, peindre les murs, remplacer le plancher. Rien qui puisse changer ma vie. Rien qui puisse bouleverser l'équilibre fragile que j'avais construit depuis la mort de Bastien. Mais maintenant, en ce dimanche matin, où le soleil était faible et où le vent glacial frappait les vitraux de l'église, tandis que le prêtre parlait de pardon et de rédemption, je savais que quelque chose avait été découvert. Quelque chose que René ne pouvait pas me dire par téléphone. Quelque chose qui exigeait des témoins. Quelque chose qui allait tout changer. Nous sommes sortis de l'église avant la fin de l'office. Gaël, mon fils aîné, 42 ans, banquier sérieux et méticuleux, conduisait avec la mâchoire serrée, tendue, sans prononcer un mot. Lorian, mon fils cadet, 38 ans, professeur de philosophie, trop sensible pour son propre bien, était assis à l'arrière et regardait par la fenêtre avec cette expression distante qu'il portait depuis l'enfance. Personne ne parlait. Le silence dans cette voiture était plus lourd que n'importe quelle conversation. Je sentais l'angoisse monter, cette sensation oppressante qui vous serre la gorge et vous empêche de respirer normalement. Qu'avait découvert René ? Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour qu'il insiste pour que mes fils soient présents ? Quand nous sommes arrivés à la maison, René était debout devant la porte du bureau, tenant un marteau à la main, mais avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Son visage, habituellement calme et professionnel, était marqué par une tension inhabituelle. Il nous a salués d'un signe de tête et a simplement dit « Entrez ». Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le ton de sa voix disait tout. Quelque chose de grave nous attendait derrière cette porte. Le bureau était en ruine. Une des parois latérales avait été partiellement démolie, révélant des briques anciennes et du mortier fissuré. René avait retiré l'étagère encastrée qui était là depuis des décennies, et derrière elle, cachée entre le faux mur et la structure originale de la maison, il y avait une niche. Petite, étroite, mais suffisamment profonde pour cacher quelque chose. Et à l'intérieur, une boîte métallique couverte de poussière. Une boîte que personne n'avait touchée depuis des années, peut-être des décennies. René a pointé la boîte sans rien dire. Gaël s'est approché le premier, hésitant, comme s'il avait peur de toucher cet objet. Lorian est resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, fixant la boîte comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Moi, je me suis approché lentement, sentant mes jambes faiblir,
sentant l'air me manquer dans les poumons, mais forçant mes pieds à continuer d'avancer jusqu'à ce que je sois devant cette boîte métallique que mon mari mort avait cachée de moi pendant toutes ces années. Pourquoi? Qu'y avait-il à l'intérieur qui méritait d'être si soigneusement dissimulé? René a ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps, des lettres manuscrites, des photographies anciennes et une enveloppe scellée avec le nom de Bastien écrit à la main à l'encre noire délavée. J'ai pris l'enveloppe en premier. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque eu du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, un testament, daté de 6 mois avant la mort de Bastien. Un testament que je n'avais jamais vu. Un testament qui n'avait jamais été enregistré. Et dedans, une clause qui m'a fait sentir comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Bastien léguait une partie significative du cabinet d'architecture, ainsi qu'une somme d'argent considérable dont j'ignorais même l'existence, à une femme nommée Serena Delambre. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Jamais. Pas une seule fois en 43 ans de mariage. Gaël m'a arraché le papier des mains, l'a lu rapidement et a explosé avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Qui diable est cette femme? Papa avait une maîtresse? Il nous a trompés pendant des années? Il t'a trahi, maman? Sa voix était remplie de colère, d'incompréhension, de cette douleur profonde qui vient quand on découvre qu'un parent n'était peut-être pas celui qu'on croyait. Lorian est resté immobile, silencieux. Mais j'ai vu ses mains trembler. J'ai vu la sueur perler sur son front. J'ai vu le choc dans ses yeux. Moi, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Je sentais comme si tout ce que je connaissais de Bastien, de notre mariage, de notre vie ensemble, était un mensonge gigantesque qui venait de s'effondrer devant moi. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. René a sorti de la boîte une liasse de lettres manuscrites, toutes avec l'écriture de Bastien, toutes adressées à lui-même, comme si c'étaient des confessions qu'il n'avait jamais eu le courage de partager avec quiconque. J'ai pris la première lettre. Je l'ai lue, lentement, chaque mot coupant plus profondément que le précédent. Bastien écrivait sur la culpabilité, sur le remords, sur quelque chose d'impardonnable qu'il avait fait en 1987, quelque chose qu'il avait porté seul pendant des décennies, quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à réparer. Il parlait de peur, de la certitude que si quelqu'un découvrait, tout s'effondrerait. Et à la fin de la lettre, une phrase qui m'a glacée jusqu'aux os, « Il mérite de savoir la vérité. Quand je ne serai plus là, quelqu'un doit lui dire. Quelqu'un doit lui donner ce que je n'ai jamais eu le courage de lui donner. » Il? Qui était il? De qui parlait-il? Au fond de la boîte, cachée entre les documents, une photographie ancienne, délavée par le temps. Bastien, beaucoup plus jeune, peut-être 30 ans, tenant un bébé dans ses bras devant une clinique privée à Lyon. Il souriait. Mais c'était un sourire triste, lourd, comme s'il portait quelque chose de bien plus grand que ce bébé. Au dos de la photo, écrit à la main, « Il mérite de savoir, quand je ne serai plus là. » Gaël a lâché la photo comme si elle était en feu. Lorian s'est finalement approché, a pris l'image avec précaution, l'a regardée fixement et a murmuré d'une voix tremblante, « Maman, est-ce que ça signifie ce que je pense? » Je ne savais pas. Je ne savais rien. Mon mari était mort il y a 1 an, et maintenant il ressurgissait comme un parfait étranger. Comme quelqu'un qui avait vécu une vie parallèle, qui avait caché des secrets dévastateurs, qui avait laissé des traces d'une vérité que je n'avais jamais imaginé exister. Et le pire de tout, il était mort avant de m'expliquer. Mort avant de me donner la chance de comprendre. Mort en me laissant seul avec ce poids qui écrasait maintenant ma poitrine et me faisait remettre en question chaque moment que nous avions vécu ensemble. René s'est discrètement éloigné, est sorti du bureau et nous a laissés seuls avec cette boîte ouverte, ces lettres éparpillées sur le sol, cette photo qui semblait crier des secrets que personne ne voulait entendre. Gaël était rouge de colère, Lorian était pâle de choc, et moi, je sentais comme si je me désintégrais de l'intérieur, comme si chaque partie de moi se brisait en morceaux. Mais en même temps, quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas prévu de ressentir, a commencé à pulser. Ce n'était pas seulement de la douleur, ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la curiosité, c'était un besoin.
Parce que si Bastien avait caché tout cela, s'il avait laissé ce testament secret, ces lettres confessionnelles, cette photo mystérieuse, alors il y avait une raison importante. Et je devais découvrir laquelle. Je devais savoir qui était Serena Delambre. Je devais savoir qui était ce bébé. Je devais comprendre ce que mon mari avait fait en 1987, qu'il avait tourmenté jusqu'au jour de sa mort. J'ai repris la photo, j'ai regardé le visage de mon mari jeune tenant ce bébé inconnu, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai ressenti quelque chose au-delà de la tristesse. J'ai ressenti de la colère. Une colère profonde et viscérale. Colère parce qu'il était mort avant de me dire la vérité. Colère parce qu'il m'avait laissé seul avec ce fardeau. Colère parce que j'avais vécu à ses côtés pendant 43 ans sans savoir qui il était vraiment. Sans connaître ses peurs, ses secrets, ses actes cachés. Mais plus forte que la colère, il y avait la question qui ne me laissait pas respirer, qui martelait dans ma tête sans arrêt. Qui était Serena Delambre? Et qui était ce bébé que Bastien tenait dans ses bras comme si c'était la chose la plus précieuse et la plus douloureuse du monde? Peut-être ressentez-vous maintenant ce que j'ai ressenti à ce moment-là, cette oppression dans la poitrine, ce besoin de comprendre. Si vous êtes avec moi jusqu'ici, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, d'où me regardez-vous aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont découvert que la vie cache des secrets là où on s'y attend le moins, et que parfois, la vérité n'apparaît que quand il est déjà trop tard. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise à la table de la cuisine, seule, avec les lettres de Bastien étalées devant moi, lisant chaque mot comme si c'était la dernière chance d'entendre sa voix, de comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il m'avait caché pendant toutes ces années. Gaël était parti furieux, disant qu'il ne voulait plus rien savoir, que son père avait détruit tout ce qu'il croyait. Lorian était resté plus longtemps, s'était assis à mes côtés en silence, mais il était aussi parti ensuite, incapable de prononcer un mot. Et je suis restée seule avec cette boîte, avec ces mots écrits par la main de l'homme que j'avais aimé, et avec la certitude que ma vie ne serait plus jamais la même. Parce que maintenant je savais, être veuve, ce n'est pas seulement enterrer son mari, c'est découvrir qui il était vraiment. Et parfois, cette découverte fait plus mal que la mort elle-même. Le lundi matin, je me suis réveillée avec une décision prise. Une décision qui s'était formée pendant cette nuit blanche, passée à lire et relire les lettres de Bastien, à chercher des réponses dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque silence entre les lignes. Je devais retrouver Serena Delambre. Peu importait ce que Gaël pensait, peu importait si Lorian voulait enterrer le passé, peu importait si la vérité allait me détruire ou me libérer. Bastien m'avait laissé cette boîte pour une raison. Il voulait que je sache. Il voulait que quelqu'un comprenne ce qu'il avait fait, pourquoi il l'avait fait, et surtout, qui était cette femme à qui il avait légué une partie de sa vie, de son travail, de son héritage. J'ai commencé par fouiller méthodiquement dans les dossiers du cabinet d'architecture. Bastien était méticuleux, presque obsessionnel dans sa manière de tout archiver. Chaque contrat, chaque facture, chaque échange de courrier, chaque note griffonnée sur un bout de papier était soigneusement classée dans des armoires en bois massif qui sentaient encore son eau de Cologne mélangée à cette odeur de vieux papier et de poussière accumulée. J'ai passé des heures interminables à chercher, les mains couvertes de saleté et de poussière grise, les yeux brûlants de fatigue et de larmes retenues, fouillant dans chaque tiroir, dans chaque chemise cartonnée, dans chaque recoin de ce bureau qui gardait jalousement ses secrets. Et finalement, après avoir presque abandonné, j'ai trouvé ce que je cherchais. Caché tout au fond d'une armoire verrouillée, dont j'avais dû forcer la serrure rouillée, un contrat de vente partielle, daté de 3 ans auparavant, transférant une part minoritaire mais significative du cabinet d'architecture à Serena Delambre. Le document était parfaitement rédigé, signé de la main de Bastien avec cette écriture penchée que je connaissais si bien, notarié par un cabinet juridique de Lyon, parfaitement légal dans sa forme. Mais il n'avait jamais été enregistré officiellement auprès des autorités compétentes. Comme si Bastien avait voulu garder cette transaction secrète, cachée du monde, cachée de moi, cachée même de l'administration. Comme s'il avait peur que quelqu'un découvre. Mais pourquoi? Qui était cette femme?
Pourquoi mon mari lui devait-il quelque chose au point de lui léguer une partie substantielle de son héritage professionnel? Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Qu'avait-il fait pour se sentir obligé de lui donner autant? J'ai cherché son nom sur Internet avec une détermination presque fébrile. Rien. Absolument rien. Pas de profil sur les réseaux sociaux, pas d'adresse publique consultable, pas d'article de presse, pas de mention dans aucun registre accessible en ligne, rien qui puisse m'indiquer où elle vivait ou ce qu'elle faisait. Comme si elle n'existait pas. Comme si elle était un fantôme, une ombre, quelqu'un qui avait délibérément effacé toute trace de son existence du monde numérique. Cette absence totale d'information ne faisait qu'intensifier mon angoisse et ma curiosité. J'ai contacté le notaire dont le nom figurait sur le contrat, Maître Béranger, un homme dont le cabinet était situé dans le centre de Lyon. Il a été évasif dès le début de notre conversation téléphonique, distant, presque froid, me disant sur un ton professionnel et détaché qu'il ne pouvait rien révéler sans l'accord explicite de toutes les parties concernées, que le secret professionnel l'obligeait à garder le silence. J'ai insisté, j'ai supplié avec une voix que je ne reconnaissais plus comme la mienne, j'ai même élevé le ton, laissant transparaître ma détresse et ma frustration, mais il était resté inflexible et a fini par raccrocher poliment mais fermement. C'est alors, dans ce moment de frustration totale, que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire dans ma vie, engager quelqu'un pour la retrouver. Pas un détective privé coûteux et impersonnel, comme on en voit dans les films, mais Margot Lebrun, une jeune journaliste locale d'une trentaine d'années que je connaissais vaguement par l'intermédiaire d'une amie commune spécialisée dans les recherches généalogiques et les histoires oubliées, les secrets de famille enfouis dans les archives. Elle avait une réputation d'être discrète, efficace et surtout d'aller au bout des choses. Je l'ai appelée un mardi après-midi. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café tranquille près de la cathédrale Saint-Étienne, un endroit discret où nous pouvions parler sans être dérangés. Je lui ai tout raconté. La boîte métallique trouvée derrière le mur, le testament caché, les lettres pleines de culpabilité et de remords, la photo mystérieuse du bébé. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, prenant des notes soigneuses dans un petit carnet noir, hochant la tête de temps en temps pour me montrer qu'elle comprenait la gravité de la situation. Quand j'ai fini mon récit, elle a posé son stylo, m'a regardé droit dans les yeux avec une intensité troublante et a dit d'une voix douce mais ferme « Je vais la trouver, Madame Montfaucon, je vous le promets. Mais vous devez être prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle vous brise, même si elle change tout ce que vous pensiez savoir sur votre mari. Êtes-vous vraiment prête ?» J'ai avalé ma salive avec difficulté. J'ai senti mes mains trembler autour de ma tasse de thé refroidie et j'ai hoché la tête. « Oui, je dois savoir. Je ne peux pas vivre avec ce doute. » Elle a accepté le travail immédiatement. 2 jours plus tard, un jeudi matin pluvieux où le ciel de Limoges était d'un gris oppressant, Margot m'a rappelé. Sa voix était différente au téléphone, plus grave, plus sérieuse. « Je l'ai trouvée, Madame Montfaucon. Serena Delambre existe bel et bien. » Mon cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Elle vit à Lyon, dans un petit appartement modeste du quartier de la Croix-Rousse, un vieux quartier ouvrier aux rues pavées et aux façades délavées par le temps. Elle a 52 ans, elle travaille comme infirmière dans une clinique privée spécialisée dans les soins palliatifs pour malades en fin de vie. Et selon mes recherches approfondies dans les registres publics, elle a un fils adulte nommé Thomas Delambre, 37 ans, qui vit à Paris dans le 11e arrondissement et travaille comme ingénieur en génie civil. 37 ans. Mon cœur s'est complètement arrêté. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. L'âge correspondait parfaitement. Si Bastien était sur cette photo en 1987, tenant un bébé dans ses bras devant cette clinique de Lyon, ce bébé aurait aujourd'hui exactement 37 ans. Exactement l'âge de Thomas Delambre. La coïncidence était trop énorme pour être ignorée. Mon Dieu! Bastien avait-il eu un autre fils? Un fils caché? Un fils qu'il avait gardé secret pendant toutes ces années, pendant notre mariage entier, pendant toute notre vie commune. J'ai appelé Gaël immédiatement, les mains tremblantes au point de pouvoir à peine tenir le téléphone, la voix brisée par l'émotion. Il a décroché après plusieurs sonneries, et dès que j'ai commencé à lui parler de ce que Margot avait découvert, il a explosé.
Il a refusé d'écouter, criant presque dans le combiné que je devenais folle, que j'étais en train de détruire la mémoire de notre père pour rien, que je devais laisser le passé enterré où il était, que rien de bon ne sortirait de tout cela. Il a raccroché brutalement avant même que j'aie pu finir d'expliquer. Lauriane, lui, quand je l'ai appelé ensuite, est resté silencieux au téléphone pendant un long moment après que j'ai terminé mon explication. Je pouvais entendre sa respiration lente et contrôlée. Je pouvais imaginer son visage pensif, ses yeux fermés comme il faisait toujours quand il réfléchissait profondément. Puis il a murmuré d'une voix à peine audible, presque un souffle. « Maman, si tu fais ça, si tu vas voir cette femme à Lyon, si tu ouvres cette porte, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu comprends ça? Une fois que tu sauras, tu ne pourras plus ne pas savoir. Tu es vraiment sûre de vouloir savoir la vérité? Non, je n'étais pas sûre. Comment pouvais-je être sûre? Comment pouvait-on être sûr de vouloir découvrir que son mari, de 43 ans, avait peut-être menti pendant tout ce temps? Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne pouvais pas vivre avec ce doute qui me rongeait de l'intérieur comme un poison lent. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à me demander qui était vraiment mon mari, à me demander s'il m'avait menti, s'il avait vécu une double vie, s'il avait aimé quelqu'un d'autre, s'il avait eu un autre enfant quelque part. J'ai pris le train pour Lyon le jeudi suivant, très tôt le matin. Margot m'accompagnait, assise en face de moi dans le compartiment silencieux. Le voyage a duré un peu plus de 3 heures. 3 heures interminables, pendant lesquelles je n'ai presque pas parlé, fixant le paysage qui défilait par la fenêtre avec des yeux qui ne voyaient rien. Les champs verts et vallonnés, les petits villages tranquilles avec leurs clochers d'église, les rivières paisibles qui serpentaient entre les collines, tout ce qui semblait si calme et si normal alors que mon monde intérieur était en train de s'effondrer complètement, pierre par pierre. Nous sommes arrivés à Lyon en fin de matinée, sous un ciel gris et lourd qui menaçait de pleuvoir à tout moment, donnant à la ville une atmosphère oppressante et mélancolique. L'appartement de Serena se trouvait dans un immeuble ancien du 19e siècle, au 3e étage, sans ascenseur bien sûr. J'ai monté les marches de bois grinçantes très lentement, tenant fermement la rampe usée, chaque pas me demandant un effort immense qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. Le cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser, que tout le monde dans l'immeuble pouvait l'entendre résonner dans la cage d'escalier silencieuse. Arrivé devant la porte numéro 7, j'ai hésité. Ma main s'est levée vers la sonnette, puis est retombée. Qu'allais-je dire? Comment commencer une telle conversation? « Bonjour, je suis la veuve de l'homme qui vous a légué une partie de son cabinet. Qui êtes-vous pour lui ?» C'était absurde. Tout cela était absurde. J'ai finalement frappé à la porte. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, sentant la panique monter en moi. Et si elle n'était pas là? Et si elle refusait de me parler? Et si tout ce voyage était inutile? Des pas, lents, hésitants. Quelqu'un s'approchait de l'autre côté de la porte. J'ai entendu le bruit d'un verrou qu'on tire, puis d'une chaîne de sécurité qu'on retire. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Une femme est apparue dans l'entrebâillement. Cheveux bruns coupés, courts dans un style pratique et sans artifice, très fin mais marqué par la fatigue et les années de travail difficiles, regard fatigué mais étonnamment doux. Elle m'a regardé longuement pendant ce qui m'a semblé une éternité, comme si elle savait déjà qui j'étais, comme si elle m'attendait depuis longtemps, comme si ce moment était inévitable. Puis elle a dit, d'une voix douce mais tremblante, « Vous êtes Madame Montfaucon, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un seul mot, la gorge complètement serrée par l'émotion. Elle a ouvert la porte en grand, s'est effacée pour me laisser passer, et a murmuré « Entrez, s'il vous plaît, je vous attendais. Je savais que vous viendriez un jour. » L'appartement de Serena était petit, mais chaleureux d'une manière qui contrastait étrangement avec l'anxiété qui me rongeait. Des meubles anciens soigneusement entretenus, polis par les années et l'usage, des livres empilés sur toutes les surfaces disponibles, sur les étagères, sur la table basse, même sur le rebord de la fenêtre.
Des photos encadrées disposées avec soin sur les étagères montrant un enfant qui grandissait au fil des années. Un petit garçon aux yeux sombres et au sourire timide qui devenait progressivement un adolescent, puis un jeune homme. Ces photos racontaient une vie, une histoire que je ne connaissais pas encore, mais que j'allais découvrir. Elle nous a fait asseoir dans le salon modeste mais propre, à préparer du thé avec des gestes lents et précis, méthodiques, comme si ce rituel lui permettait de gagner du temps, de retarder le moment où il faudrait enfin parler. Le silence s'installait lourdement entre nous. Margot prenait des notes discrètement dans un coin de la pièce, essayant de se faire aussi invisible que possible. Moi, je regardais Serena avec une intensité presque insoutenable, cherchant dans son visage une réponse, un indice, quelque chose qui me dirait qui elle était vraiment, ce qu'elle avait représenté pour Bastien, pourquoi il avait jugé nécessaire de lui léguer une partie de sa vie. Son visage portait les marques d'une existence difficile, des rides autour des yeux qui parlaient de nuits blanches passées à s'inquiéter, peut-être de longues heures de travail dans des conditions pénibles. Ses mains étaient celles d'une travailleuse, abîmée mais soignée, des mains qui avaient pris soin des autres pendant des années. Elle portait un pull simple en laine grise et un jean délavé, rien d'ostentatoire, rien qui puisse suggérer qu'elle avait profité financièrement de Bastien pendant toutes ces années. Finalement, je n'ai plus supporté le silence oppressant qui pesait sur nous comme une chape de plomb. J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais trouvé cette boîte métallique, depuis que j'avais lu ce testament caché. Qui êtes-vous pour mon mari? Qui étiez-vous vraiment pour lui? Elle a baissé les yeux vers sa tasse de thé fumante, a pris une profonde inspiration qui soulevait ses épaules, puis elle a commencé à parler. Et ce qu'elle m'a raconté, avec une voix douce mais tremblante d'émotions retenues, a changé absolument tout ce que je croyais savoir sur Bastien, sur notre mariage, sur l'homme avec qui j'avais partagé 43 ans de ma vie. Je n'ai jamais été la maîtresse de Bastien, Madame Montfaucon, jamais. Je ne l'ai jamais aimé de cette façon, et lui non plus ne m'a jamais aimé ainsi. Ce n'était pas de l'amour romantique, c'était quelque chose de différent, de plus profond peut-être, de plus essentiel. Mais je lui dois tout, absolument tout ce que je suis devenue, tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Et d'une certaine manière, il me devait tout aussi, même s'il ne l'a jamais dit explicitement. Elle s'est levée avec des mouvements lents, est allée vers l'étagère principale du salon, a pris une photo encadrée dans un cadre en bois simple et me l'a tendue avec des mains qui tremblaient légèrement. C'était exactement la même photo que celle trouvée dans la boîte cachée derrière le mur du bureau. Bastien, jeune, peut-être 30 ans tout au plus, tenant un bébé emmailloté dans ses bras. Mais cette version était complète, non recadrée. Sur cette photo entière, il y avait aussi Serena, beaucoup plus jeune, une adolescente en réalité, assise sur un lit d'hôpital dont les draps blancs froissés témoignaient d'un accouchement récent, les yeux rougis de larmes, le visage marqué par l'épuisement total et une peur palpable, presque tangible, même après toutes ces années. C'était en 1987, a-t-elle dit, la voix de plus en plus tremblante à mesure qu'elle se replongeait dans ses souvenirs douloureux. J'avais 15 ans. 15 ans seulement, madame. J'étais encore une enfant moi-même. J'étais enceinte de 7 mois quand mon père a découvert ma grossesse. Il était violent, autoritaire, profondément religieux d'une manière rigide et sans compassion. Quand il a su, il m'a jeté dehors comme on jette un objet cassé dont on ne veut plus. Sans argent, sans vêtements de rechange, rien. Juste les habits que je portais sur le dos. Ma mère n'a rien fait pour me défendre. Elle était trop terrifiée pour s'opposer à lui. Trop écrasée par des années de violence conjugale pour oser élever la voix. Je n'avais nulle part où aller. Aucun ami assez courageux pour défier mes parents et m'accueillir. Aucune famille élargie qui voulait m'aider par peur d'être associée à ma honte. J'ai vécu dans la rue pendant des semaines interminables, dormant dans des gares froides et sales, sous des ponts humides, mendiant de la nourriture auprès de passants qui détournaient souvent le regard, terrifiés à l'idée d'accoucher seule dans un coin sombre, sans personne pour m'aider. Puis, j'ai rencontré Bastien. Je l'ai regardé, le souffle complètement coupé, incapable de dire un seul mot, sentant les larmes monter malgré moi.
Il travaillait pour une petite association caritative à Lyon, une organisation locale qui aidait les jeunes en grande difficulté, les sans-abri, les toxicomanes, les jeunes filles enceintes abandonnées comme moi. C'était du bénévolat, il ne gagnait rien. Il le faisait sur son temps libre, après ses journées de travail au cabinet d'architecture. Il m'a trouvé un soir de novembre particulièrement froid et pluvieux, devant la gare de Perrache, enceinte de 8 mois, affamée au point de ne presque plus tenir debout, désespérée, sur le point de m'effondrer physiquement et mentalement. J'avais des contractions qui commençaient, je savais que le bébé allait venir bientôt, et j'étais paralysée de terreur. Il m'a vue, il s'est arrêté alors que des dizaines d'autres personnes étaient passées devant moi sans même me regarder, et il m'a parlé. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide, avec une douceur dans la voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Serena s'est interrompue, a essuyé une larme qui coulait sur sa joue, a respiré profondément pour se redonner du courage. Il m'a emmenée immédiatement dans une clinique privée qu'il connaissait, une petite clinique tenue par des religieuses qui accueillaient les cas difficiles. Il a tout payé de sa poche. L'accouchement, les soins médicaux post-natals, les médicaments, la chambre privée, tout. J'ai accouché de Thomas 3 jours plus tard. C'était un accouchement difficile, compliqué. J'ai failli mourir d'une hémorragie. Bastien est resté à la clinique pendant tout ce temps, attendant dans le couloir, s'assurant que tout allait bien. Après la naissance, il a même trouvé une famille d'accueil pour moi et Thomas. Une famille merveilleuse qui nous a accueillis tous les deux, qui m'a permis de finir mes études secondaires tout en m'occupant de mon bébé. Il payait une pension mensuelle à cette famille, discrètement, sans jamais en parler à personne. Il m'a littéralement sauvé la vie, Madame Montfaucon. Littéralement. Sans lui, je serais morte dans cette rue, où j'aurais accouché seule dans des conditions horribles. Thomas aussi serait mort. Nous lui devons tout. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais elle continuait de parler, comme si elle avait besoin d'expulser toute cette histoire qu'elle avait gardée en elle pendant tant d'années. Mais il n'a jamais voulu que quelqu'un sache ce qu'il avait fait. Jamais. C'était presque une obsession chez lui. Il disait que c'était mieux ainsi, que si sa famille découvrait, que si ses clients apprenaient qu'il aidait une jeune fille mère, ça pourrait causer des problèmes, que les gens ne comprendraient pas, qu'il pourrait mal interpréter ses intentions, penser qu'il y avait quelque chose d'immoral ou d'inapproprié dans notre relation. Il avait peur du jugement, peur du scandale, peur de perdre sa réputation professionnelle qu'il avait construite patiemment pendant des années. Alors nous sommes restés en contact en secret pendant toutes ces années, pendant presque 4 décennies. Il m'a aidé à devenir infirmière, il a payé mes études à l'école d'infirmière quand je n'avais pas les moyens, il a soutenu Thomas financièrement quand j'avais du mal à joindre les 2 bouts avec mon salaire modeste, il a payé ses études d'ingénieur, ses livres, ses frais de scolarité. Il venait nous voir discrètement, peut-être 3 ou 4 fois par an, toujours en prenant des précautions pour ne pas être vu, toujours avec cette crainte dans les yeux que quelqu'un découvre. Elle a marqué une pause, a bu une gorgée de thé devenu froid. Et quand il est tombé malade, il y a 3 ans, quand il a su que son cœur était fragile, que les médecins lui avaient dit qu'il pourrait partir à tout moment, il m'a appelé. C'était un dimanche après-midi. Il m'a dit qu'il voulait me voir, qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret près de la gare. Il m'a dit qu'il voulait me laisser quelque chose. Une part du cabinet d'architecture, pour que je ne sois jamais seule, pour que je ne me retrouve jamais dans la situation précaire où il m'avait trouvée il y a tant d'années. Pour que Thomas ait quelque chose aussi, un héritage, une reconnaissance du rôle que Bastien avait joué dans sa vie. Pour que ce qu'il avait fait pour nous ne soit pas complètement oublié après sa mort. « Thomas !» j'ai murmuré, la voix complètement brisée par l'émotion. « Il est le fils biologique de Bastien ?» Non, elle a coupé immédiatement, secouant la tête avec force et conviction. « Non, madame. Thomas n'est absolument pas le fils biologique de Bastien. Bastien n'est pas son père de sang. Le père biologique était un garçon de mon lycée, un adolescent qui a disparu dès qu'il a su que j'étais enceinte, qui n'a jamais voulu assumer la moindre responsabilité. Mais Bastien a été infiniment plus qu'un père pour Thomas. Il l'a aidé, il l'a guidé, il a payé ses études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Il l'a soutenu dans les moments difficiles, quand Thomas doutait de lui-même, quand il avait des problèmes financiers ou personnels.
Il a été là quand personne d'autre ne l'était. Thomas sait tout. Je ne lui ai jamais caché qui était Bastien, ce qu'il avait fait pour nous, le rôle immense qu'il a joué dans nos vies. Thomas considère Bastien comme son vrai père, même s'ils n'ont jamais partagé le même sang. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la douleur comme je l'avais imaginé pendant toutes ces journées d'angoisse. Ce n'était pas de la trahison, ce n'était pas de la colère. C'était du soulagement, de la fierté, de la tristesse profonde mêlée à quelque chose de plus lumineux que je ne pouvais pas encore nommer, un mélange complexe d'émotions qui me submergeait complètement. Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? J'ai demandé, les larmes coulant enfin librement sur mon visage sans que je cherche à les retenir. Pourquoi a-t-il gardé ça secret pendant toutes ces années? J'aurais compris. J'aurais été fière de lui. J'aurais voulu l'aider, participer à cette œuvre magnifique qu'il accomplissait. Serena a secoué la tête tristement avec une expression de regret profond sur le visage. Parce qu'il avait peur, madame. Peur que vous pensiez qu'il vous avait trahi, qu'il avait une relation inappropriée avec une jeune femme. Peur que vos fils ne comprennent pas, qu'ils jugent, qu'ils pensent qu'il avait gaspillé l'argent de la famille pour des étrangers. Peur que les gens de Limoges, ses clients, ses connaissances, ne comprennent mal ses intentions et détruisent sa réputation professionnelle. Peur que tout s'effondre. Il disait toujours, « À chaque fois que nous nous voyons, un jour, Eliane saura. Et j'espère qu'elle me pardonnera. J'espère qu'elle comprendra que je ne l'ai jamais trahi, que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas laisser une enfant de 15 ans mourir dans la rue avec son bébé. J'espère qu'elle verra que j'ai agi par humanité, pas par trahison. Les sanglots que je retenais depuis des jours, depuis la découverte de cette maudite boîte, ont finalement jailli sans retenue. Pas de rage, pas de sentiment de trahison, mais une tristesse immense et profonde. Parce que Bastien avait vécu avec ce poids énorme seul pendant des décennies, portant ce secret comme un fardeau qu'il ne pouvait partager avec personne. Parce qu'il avait cru que je ne comprendrais pas, alors que j'aurais compris. J'aurais été fière de lui. J'aurais aimé qu'il me le dise, qu'il me fasse confiance, qu'il partage avec moi cette partie magnifique de sa vie. Serena s'est levée silencieusement, est allée dans sa chambre et est revenue quelques instants plus tard avec une enveloppe jaunie par le temps, usée au coin, comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois. Il m'a demandé de vous donner ça si un jour vous veniez me voir. Il savait que vous viendriez. Il me disait « Eliane est trop intelligente, trop déterminée pour laisser les choses non résolues. Si elle trouve la boîte, elle ira jusqu'au bout. Et quand elle viendra te voir, donne-lui cette lettre. Elle mérite de savoir ce que je n'ai pas eu le courage de lui dire en face. » J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui tremblaient violemment. À l'intérieur, plusieurs pages pliées. L'écriture de Bastien, ces lettres penchées caractéristiques que je connaissais par cœur, que j'avais vues sur des milliers de documents au fil des années. Les mots étaient simples, directs, sans fioritures, mais remplis d'une culpabilité profonde et d'un amour sincère. Eliane, ma chère Eliane, si tu lis ces lignes, c'est que tu as trouvé la boîte cachée. C'est que tu es allée jusqu'au bout de tes recherches, comme je savais que tu le ferais. Tu as toujours été ainsi, déterminée, courageuse, refusant de laisser les mystères non résolus. Je suis désolée de ne pas avoir eu le courage de te le dire en face, de te regarder dans les yeux et de t'expliquer tout cela. J'ai eu peur. Peur de ton jugement, peur de te décevoir, peur de perdre ton respect et ton amour. Serena et Thomas ne sont pas une trahison envers toi. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne représentent pas un amour secret, une vie parallèle, une infidélité. Ils sont une dette morale que je devais rembourser, un acte de conscience que je ne pouvais pas éviter. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je ne pouvais pas laisser une enfant de 15 ans mourir dans la rue avec son bébé à naître. Je ne pouvais pas vivre avec ça sur la conscience. Je ne pouvais pas continuer ma vie en sachant que j'avais eu l'opportunité de sauver 2 vies et que je l'avais laissé passer. Et je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour eux. Rien. Chaque centime dépensé, chaque heure passée à les aider, chaque sacrifice fait en secret, je le referai sans hésitation. Mais je regrette profondément de ne pas t'en avoir parlé. Parce que toi, tu aurais compris. Tu as toujours été meilleur que moi,
plus courageuse moralement, plus juste dans tes jugements, plus ouverte d'esprit. Je t'ai sous-estimée par ma propre lâcheté. Je t'aime. Je t'ai toujours aimée, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée de cette façon. Pardonne-moi de t'avoir laissé découvrir comme ça, après ma mort. Pardonne-moi d'avoir eu peur de ta réaction. Pardonne-moi d'avoir manqué de confiance en toi. Tu méritais mieux que mes secrets. Bastien. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai serrée contre mon cœur, sentant les larmes couler sans arrêt. Mais cette fois, c'étaient des larmes mélangées, de tristesse pour ce qu'il avait enduré seul, de fierté pour ce qu'il avait accompli, de regret pour les conversations que nous n'avons jamais eues. De retour à Limoges, le voyage en train m'a semblé interminable. Je regardais défiler le paysage par la fenêtre sans vraiment le voir, perdu dans mes pensées, tenant contre ma poitrine la lettre de Bastien comme si c'était un trésor précieux. Margot respectait mon silence, comprenant intuitivement que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce que je venais d'apprendre, pour reconstruire mentalement l'image de l'homme avec qui j'avais passé 43 ans de ma vie. Une fois arrivé chez moi, j'ai convoqué Gaël et Lorian. Cette fois, je ne leur ai pas demandé leur avis, je ne leur ai pas donné le choix, je ne leur ai pas laissé la possibilité de refuser ou de remettre à plus tard. Je leur ai simplement envoyé un message ferme. « Venez à la maison ce soir. Nous devons parler. C'est important. C'est essentiel pour notre famille. » Le ton de mon message ne laissait aucune place à la négociation. Ils sont arrivés en fin d'après-midi, tous les deux visiblement tendus, préparés au pire, s'attendant peut-être à ce que je leur annonce quelque chose de terrible, qui détruirait définitivement l'image qu'ils avaient de leur père. Gaël avait le visage fermé, les mâchoires serrées, cette expression rigide qu'il adoptait toujours quand il se préparait mentalement à un conflit. Lorian était plus pâle que d'habitude, les traits tirés, les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Je les ai fait asseoir dans le salon, notre salon familial où nous avions passé tant de soirées ensemble quand ils étaient enfants, où Bastien leur lisait des histoires avant de dormir, où nous célébrions les anniversaires et les fêtes de famille. J'ai préparé du café, utilisant ce rituel familier pour gagner quelques minutes supplémentaires, pour organiser mes pensées, pour trouver les mots justes qui leur feraient comprendre sans les blesser davantage. Puis je me suis assise face à eux. J'ai respiré profondément et je leur ai raconté tout, absolument tout. La vérité complète sans rien omettre. Qui était Serena Delambre? Qui était Thomas? Ce que Bastien avait fait pour eux. Comment il avait sauvé 2 vies sans jamais rien demander en retour. Pourquoi il avait gardé ce secret pendant toutes ces années, rongeant sa conscience dans la solitude. Les raisons de ses peurs, de ses silences, de ses mensonges par omission. Gaël est resté complètement silencieux pendant longtemps après que j'ai fini de parler. Je voyais ses mains trembler légèrement posées sur ses genoux, son visage devenir progressivement plus pâle, et je comprenais qu'il luttait contre un tourbillon d'émotions contradictoires qu'il ne savait pas comment gérer, lui qui avait toujours eu besoin de tout contrôler, de tout comprendre logiquement. Puis il a dit, la voix complètement brisée, presque méconnaissable, « Il aurait dû nous dire, on aurait compris, on aurait pu l'aider, on aurait été fiers de lui. » Pourquoi a-t-il cru qu'on le jugerait? Pourquoi nous a-t-il exclus de cette partie de sa vie? Il s'est effondré en larmes, cet homme de 42 ans, habituellement si contrôlé, si rigide dans ses émotions, pleurant comme un enfant qui vient de perdre quelque chose de précieux. Je me suis levée, je l'ai pris dans mes bras comme je le faisais quand il était petit, quand il tombait et se faisait mal, et je l'ai laissé pleurer contre mon épaule. Lorian, lui, après un long moment de silence contemplatif où il regardait fixement le sol, a souri tristement à travers ses propres larmes, essuyant son visage avec le dos de sa main. Non, Gaël, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on n'aurait probablement pas compris. Pas à l'époque. On était trop jeunes, trop égoïstes, trop préoccupés par nos propres vies, nos propres problèmes. On se serait posé des questions. On aurait peut-être même protesté en voyant l'argent familial dépensé pour des étrangers. Papa nous connaissait mieux que nous-mêmes. Il savait qu'on n'était pas prêt à comprendre. Mais maintenant je comprends parfaitement. Papa a fait exactement ce qu'il fallait faire.
Il a sauvé une vie, 2 vies même. Il a été un véritable héros silencieux, et je suis infiniment fier de lui. » Ces mots ont résonné dans le silence du salon, apportant une vérité difficile mais nécessaire. J'ai sorti de mon sac le testament caché, celui que Bastien avait laissé dans la boîte métallique derrière le mur. « Votre père voulait que Serena et Thomas aient une part significative du cabinet d'architecture. Une part qui leur permettrait de vivre dignement, de ne jamais retomber dans la précarité. Et je vais respecter scrupuleusement sa volonté, parce que c'est ce qu'il aurait voulu, parce que c'est juste, parce que c'est la seule manière d'honorer vraiment sa mémoire. » Gaël a protesté faiblement, plus par réflexe que par conviction réelle. « Maman, c'est notre héritage, c'est ce que papa nous a laissé, c'est le fruit de son travail pendant toute sa vie. » « Non !» j'ai répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas, le regardant droit dans les yeux sans ciller. « C'est l'héritage de votre père, et il a décidé souverainement, en toute conscience, à qui il voulait le laisser. Ce n'est pas à nous de contester ses dernières volontés. Serena et Thomas font partie de cette famille maintenant, que vous le vouliez ou non, que cela vous plaise ou non. Ils ont autant de droits que vous sur cet héritage. Et je vais personnellement m'assurer que la volonté de votre père soit respectée à la lettre. C'est non négociable. » Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Des semaines de conversations difficiles et douloureuses autour de cette table, de larmes versées ensemble, de colère exprimée puis apaisée, de deuil traversé collectivement. Mais finalement, progressivement, Gaël a accepté. D'abord avec réticence, puis avec une compréhension grandissante, et finalement avec une forme de paix intérieure. Lorian aussi a trouvé sa propre manière de faire le deuil de l'image idéalisée qu'il avait de son père pour accepter l'homme complexe et imparfait, mais profondément bon qu'il avait réellement été. Et un jour de printemps lumineux, 6 mois après la découverte de la boîte qui avait bouleversé nos vies, j'ai invité Serena et Thomas à Limoges. J'avais longuement réfléchi à ce moment, à comment l'organiser, à ce que je voulais qu'il représente. Ce n'était pas simplement une rencontre formelle pour régler des questions d'héritage. C'était un acte symbolique de réconciliation, de reconnaissance, d'acceptation. Pour la première fois de leur vie, ils sont entrés dans notre maison familiale. Dans le salon où Bastien avait vécu pendant tant d'années, où il avait ri aux éclats en jouant avec ses fils enfants, où il avait pleuré silencieusement quand sa propre mère était morte, où il avait aimé, travaillé, rêvé. L'atmosphère était chargée d'émotions, presque électriques. Thomas était un jeune homme remarquable. Grand, mince, avec des yeux sombres, intelligents et doux qui ressemblaient étrangement à ceux de Bastien, même s'ils ne partageaient aucun lien de sang. Il portait un costume simple mais élégant, ses cheveux bruns soigneusement coiffés, et il semblait à la fois intimidé et profondément ému d'être là. Il m'a serré la main avec un respect presque révérentiel et a dit d'une voix tremblante d'émotion : « Merci, Madame Montfaucon. Merci infiniment de ne pas nous avoir rejetés. Merci de comprendre ce que votre mari a fait pour nous. Merci de nous accueillir dans votre famille alors que nous ne sommes que des étrangers pour vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour ma mère et pour moi. » Je l'ai regardé longuement dans les yeux. Cet homme qui portait sur ses épaules le poids de la bonté extraordinaire de Bastien, qui incarnait la preuve vivante que mon mari avait été quelqu'un d'exceptionnel, et j'ai répondu avec toute la sincérité dont j'étais capable. « Vous n'êtes pas un secret honteux que nous devons cacher. Vous n'avez jamais été une erreur ou une faute. Vous êtes la preuve vivante que mon mari était infiniment meilleur que ce que je croyais, que ce que nous tous croyions. Que son cœur était plus grand que je ne l'avais jamais imaginé, que sa compassion dépassait les conventions sociales et les peurs du jugement. Vous êtes quelque chose dont nous devrions tous être fiers. » Gaël s'est avancé alors, hésitant au début, puis avec plus d'assurance. Il a tendu la main à Thomas, et quand celui-ci l'a serré, Gaël l'a attiré dans une brève accolade maladroite mais sincère. « Mon père, notre père d'une certaine manière, a fait quelque chose d'extraordinaire. Bienvenue dans la famille, Thomas. » Lorian, toujours plus émotif, a simplement serré Thomas contre lui longuement, incapable de parler tant l'émotion l'étouffait. Ce jour-là, nous avons tous déjeuné ensemble autour de la grande table familiale en chêne qui avait accueilli tant de repas au fil des décennies.
Gaël, Lorian, Serena, Thomas et moi. Une famille improbable, construite sur un secret révélé trop tardivement, assemblée par la mort et la vérité plutôt que par la vie et la transparence, mais une famille authentique quand même. Une famille unie par le respect, par la compréhension, par l'amour sous toutes ses formes. Serena a cuisiné avec moi dans la cuisine où Bastien avait tant aimé prendre son café du matin. Nous avons parlé de lui, partagé nos souvenirs différents mais complémentaires, pleuré ensemble, ri ensemble aussi en nous remémorant certaines de ses petites manies. Et pour la première fois depuis la mort de Bastien, j'ai senti que je pouvais enfin vraiment respirer, que je pouvais enfin comprendre pleinement qui il avait été, que je pouvais enfin faire mon deuil de l'homme que je croyais connaître pour accepter et célébrer l'homme qu'il avait vraiment été. Le testament caché a été respecté dans ses moindres détails. Nous avons fait les démarches juridiques nécessaires, malgré la complexité administrative. Serena a reçu officiellement sa part du cabinet d'architecture, qu'elle a choisi de ne pas vendre mais de conserver comme un héritage symbolique. Thomas aussi a reçu ce que Bastien lui avait légué. Gaël et Lorian ont accepté ce partage, non sans difficulté initiale, mais avec une dignité et une maturité qui auraient rendu leur père immensément fier d'eux. Et moi, j'ai finalement transformé le bureau de Bastien en salon de lecture, comme je l'avais prévu initialement. Mais cette fois, j'y ai mis plusieurs photos soigneusement encadrées. Celle de Bastien tenant Thomas bébé dans ses bras devant la clinique de Lyon. Une photo de notre mariage. Une photo de nos fils enfants. Et une nouvelle photo prise ce jour de printemps, où nous avions tous déjeuné ensemble pour la première fois. Une photo de famille élargie qui montrait que l'amour peut prendre 1000 formes différentes. Pour ne jamais oublier que l'amour véritable, le vrai, celui qui transforme et qui sauve, ne se limite absolument pas au sang partagé. Qu'il s'étend généreusement à ceux qu'on choisit de sauver, à ceux qu'on aide sans rien attendre en retour, à ceux qu'on accueille dans son cœur par pure compassion humaine. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une longue lettre de Thomas. Il me remerciait encore et encore, avec des mots simples mais profondément touchants, et il disait quelque chose qui m'a bouleversée jusqu'aux larmes. « Votre mari m'a appris une leçon essentielle que je n'oublierai jamais. La famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est par hasard biologique, c'est celle qu'on construit consciemment avec compassion, avec générosité, avec amour désintéressé. Il m'a donné une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Il m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et grâce à vous, Madame Montfaucon, grâce à votre courage de chercher la vérité et à votre grandeur d'âme en l'acceptant, je sais maintenant que cette bonté extraordinaire n'est pas morte avec lui. Elle continue à vivre. Elle se perpétue à travers vous, à travers vos fils qui nous ont accueillis malgré leur choc initial. Merci de nous avoir permis d'honorer sa mémoire ensemble. J'ai pleuré abondamment en lisant ces mots magnifiques. Mais cette fois, c'étaient des larmes de paix, de réconciliation, d'acceptation profonde. Aujourd'hui, quand je regarde cette photo de Bastien tenant ce bébé qui allait devenir Thomas, je ne vois plus un secret honteux caché derrière un mur. Je ne vois plus une trahison ou une vie parallèle. Je vois un homme qui a fait exactement ce qu'il fallait faire, même quand c'était terriblement difficile, même quand cela le terrifiait, même quand cela impliquait de vivre avec un poids énorme sur la conscience. Je vois un homme qui a choisi la compassion plutôt que l'indifférence confortable. Je vois un homme qui a risqué sa réputation, son confort financier, la paix de son esprit, pour sauver 2 êtres humains qui en avaient désespérément besoin. Et je suis infiniment plus fière de lui aujourd'hui que je ne l'ai jamais été de son vivant. Plus fière que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Parce qu'au final, après ce long voyage douloureux à travers le secret et la révélation, j'ai compris quelque chose d'absolument essentiel sur la nature du veuvage et du deuil. Être veuve, ce n'est pas seulement enterrer physiquement son mari dans un cimetière. C'est entreprendre le voyage difficile d'apprendre à le connaître vraiment, authentiquement, dans toute sa complexité, même après sa mort. C'est découvrir que l'homme qu'on a aimé pendant des décennies était peut-être encore infiniment meilleur, plus courageux, plus généreux qu'on ne le croyait. Et parfois, cette vérité tardive fait terriblement mal. Elle bouleverse tout ce qu'on pensait savoir. Elle nous force à reconstruire entièrement notre compréhension du passé.
mais elle libère aussi. Elle permet de pardonner vraiment. Elle permet de continuer à aimer avec une profondeur nouvelle, même après la fin physique. Bastien n'était absolument pas parfait. Il a eu peur, une peur qui l'a paralysé pendant des années. Il a caché des choses importantes, il a menti par omission, il a manqué de confiance en moi et en ses fils. Mais au cœur de tout cela, il a agi par humanité profonde, par bonté fondamentale, par cette compassion rare qui pousse certains êtres humains à risquer beaucoup pour sauver ceux qui souffrent. Et maintenant, enfin, je peux honorer sa mémoire exactement comme elle mérite d'être honorée. Non pas en gardant ses secrets honteusement enterrés dans l'obscurité, mais en les exposant courageusement à la lumière du jour. En montrant au monde entier, à tous ceux qui l'ont connu, que l'homme que j'ai aimé était quelqu'un de profondément bien, quelqu'un qui mérite d'être rappelé et célébré non pour ses erreurs ou ses faiblesses, mais pour ses actes extraordinaires de générosité qui ont littéralement changé le cours de 2 vies. Et cette leçon précieuse, je la garde avec moi chaque jour qui passe. Parce que la vie nous enseigne, souvent brutalement, que les secrets ne protègent jamais vraiment personne, que la vérité, aussi douloureuse et déstabilisante soit-elle initialement, est toujours infiniment préférable au silence étouffant et au mensonge corrosif. Et que l'amour véritable, celui qui mérite ce nom, survit absolument à tout, même à la mort physique, même aux secrets les plus profondément enfouis, même au temps qui passe inexorablement et qui efface tant de choses. L'amour véritable transcende tout. Il traverse les murs que nous construisons. Il surmonte les peurs qui nous paralysent. Il unit des âmes qui ne se connaissaient pas. Et il continue de rayonner, de transformer, de guérir, longtemps après que le cœur qui l'a porté a cessé de battre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je pose cette question non pas pour obtenir une réponse rapide, mais parce que je sais que certains d'entre vous, en ce moment même, portent leurs propres secrets, leurs propres découvertes tardives, leurs propres vérités cachées qui ont ressurgi après qu'il était déjà trop tard pour poser les questions qui brûlaient dans leur cœur. Quand j'ai ouvert cette boîte métallique derrière le mur du bureau de Bastien, j'ai eu le choix. Je pouvais tout refermer, tout enterrer à nouveau, faire comme si je n'avais rien vu, préserver l'image parfaite que j'avais de mon mari, de notre mariage, de notre vie ensemble. Mais j'ai choisi la vérité. Et cette vérité m'a brisée avant de me reconstruire. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce que j'ai découvert que l'homme que j'aimais était encore meilleur que ce que je croyais. Mais je sais que ce chemin n'est pas facile, qu'il demande un courage que nous ne sommes pas toujours certains de posséder. Alors je vous demande, du fond de mon cœur, auriez-vous fait le même choix? Auriez-vous cherché Serena? Auriez-vous accepté Thomas dans votre famille? Ou auriez-vous brûlé cette boîte et tout ce qu'elle contenait? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun de nous porte ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres limites. Mais j'aimerais tellement savoir ce que vous ressentez en ce moment, ce que cette histoire a réveillé en vous. Peut-être des souvenirs enfouis, peut-être des questions que vous n'avez jamais osé poser à un être cher disparu. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez avec moi votre propre expérience si vous le souhaitez. Parce que nous ne sommes pas seuls dans nos douleurs, dans nos découvertes, dans nos pardons difficiles. Nous formons une communauté de vie vécue, de vérité affrontée, de courage trouvé, même quand nous pensions ne plus en avoir. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde votre voix me parvient. Parce que savoir que nous sommes des milliers, dispersés géographiquement mais unis par nos histoires communes, cela donne un sens à tout ce que je partage avec vous. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné quelque part dans votre propre vécu, laissez un like. Ce simple geste me dit que je ne parle pas dans le vide, qu'il y a d'autres âmes qui comprennent ce que signifie découvrir que l'amour peut prendre des formes qu'on n'avait jamais imaginées. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce que nous partageons ici, ce ne sont pas de simples histoires. Ce sont des morceaux de nos vies, des vérités qui méritent d'être entendues. Des leçons qui peuvent peut-être aider quelqu'un, quelque part, à traverser sa propre tempête. Chaque semaine,
je reviens vers vous avec une nouvelle histoire, une nouvelle vérité, une nouvelle manière de comprendre que la vie, même dans ses moments les plus douloureux, nous offre toujours la possibilité de grandir, de pardonner, d'aimer plus profondément. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. Nous marchons ensemble sur ce chemin difficile, mais magnifique, qu'est la compréhension de ceux que nous avons aimés et perdus. Alors écrivez-moi, racontez-moi, partagez avec moi, parce que vos mots, vos histoires, vos vérités ont autant de valeur que la mienne, peut-être même davantage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage d'affronter cette histoire avec moi. Merci d'être là, tout simplement. À très bientôt. Que la paix habite vos cœurs, même quand la vérité les bouleverse.